Saga présente Les Panzers de la mort, écrit par Sven Hassel, lu par J.C. Trebel. Ce livre est dédié à 3 personnes qui m'ont rendu le courage de vivre. Ma femme, mon fils et un ancien officier de l'armée britannique, M. Maurice Michael. Avant-propos. Bien des lecteurs de mon premier livre, La Légion des damnés, ont réclamé la suite de mes souvenirs. Je continue donc à retracer la guerre telle que je l'ai vécue avec mes camarades et mon régiment. On voudra bien me pardonner de ressusciter ici certains personnages dont j'ai raconté la mort dans la Légion des damnés. Ce récit n'était qu'un tableau rapide et succinct du monde d'expérience qu'a été notre vie de soldat. Je crois devoir rappeler que le 27e régiment de blindés fut formé en 1938. Il devint Sonderregiment en 1939. 20 000 personnes y passèrent entre 1938 et 1945. Sur ce nombre, 9, dit-on, sont encore détenus par les Russes à Kolyma, et 7 autres rentrèrent chez eux à la fin de la guerre. Parmi ces 7 hommes, il y avait un fou qui est toujours dans un asile, 2 tuberculeux qui mourirent quelques années plus tard, le dernier en juin 1955, et 3 malades, l'auteur de ce livre y compris, gravement minés par les fièvres. Un seul est à peu près indemne, c'est-à-dire qu'il lui manque la jambe gauche. Mais comme l'amputation a été faite au-dessous du genou, on ne peut guère se rendre compte qu'il est infirme lorsqu'il se promène dans les rues de Cologne. Ces 9 hommes exceptés, le régiment jalonne de ses squelettes blanchis la Pologne, la France, l'Italie, la Grèce et la Russie. De sanglantes batailles, dont les noms sont entrés dans l'histoire. Stalingrad, Sébastopol, Kuban, Kharkov, Kiev, Tcherkassy, Königsberg, Breslau, Berlin, furent les tombeaux de l'armée allemande. Ça hurle, ça siffle, ça éclate, c'est le feu qui tombe du ciel. Les mères crient vers Dieu et se jettent sur leurs enfants pour les arracher à ce déluge de mort. Des soldats oublient la haine qu'on leur enseigne pour devenir des sauveteurs. Des coups de feu claquent dans la peur panique, où les hommes tuent leur propre chef. Et pourquoi cette démence? Pourquoi ces horreurs? C'est la dictature, mon ami. Chapitre 1. Nuit de l'enfer. La caserne était silencieuse, noire et déserte, ensevelie dans le velours sombre de l'automne. Seuls les pas durs et monotones des bottes cloutées de la sentinelle résonnaient sur le béton et jusque dans les couloirs. Réunis dans la chambre 27, nous jouions à Scats. 24, dit Stige. C'est moi qui attaque, tu permets? 29, continua tranquillement Meuler. Merde, dit Porta. 40, continua Halte. Ça va, grande bringue, tu feras pas mieux. J'aurais dû flairer le coup, cria Porta. Pas moyen de jouer correct avec des pochetés comme vous. Écoute bien ça, juteux dégueulasse. Je dis 46. Boer eut un gros rire. Mon petit Porta, si t'as le culot de dépasser 48, je taille en rondelle ce qui te sert de gueule. Commence donc par fermer la tienne, Edin. Secondo, t'as encore rien vu, mon lardon, tiens. 49. Un cri monta du dehors. Alerte! Hurla une voix. Alerte! Alerte! Le bruit des sirènes éclata, s'enflant et décroissant tour à tour. Porta, à bout de jurons, rejeta les cartes. Ah, les fumiers! Interrompre la plus belle partie que j'ai eue depuis longtemps. Il bouscula une recrue qui s'empêtrait. Grouille-toi en plâtre, v'là les avions! Aux abris, en vitesse! La bouche ouverte, les recrues le regardaient mugir. C'est une attaque aérienne? Demanda timidement l'un d'eux. Tu crois peut-être que c'est un bal, pauvre con? Si c'est pas malheureux! Un jeu en or foutu en l'air. Saloperie de guerre. Pas moyen de mener une vie pépère. Le désordre était à son comble. Tout le monde se cognait dans tous les sens. On défonçait les armoires.
Le pas lourd des bottes martelait les escaliers. Les jeunes, qui n'avaient pas encore l'habitude des clous, s'étalaient sur le ciment lisse, les quatre fers en l'air, rendus fous de peur par le hurlement des sirènes et piétinés par les camarades qui, eux, savaient ce qui les attendait. Encore quelques minutes, et la pluie des bombes allait rayer la nuit d'encre. « 3e compagnie, en avant ! 4e peloton, par ici !» La voix tranquille d'Alte résonna dans l'obscurité qu'on aurait pu couper au couteau. En l'air, le vrombissement des escadrilles se rapprochait. Ça et là, les canons de la flaque se mirent à aboyer. Tout à coup, une lumière blanche, aveuglante, déchira la nuit. Une lumière éclatante qui resta suspendue en l'air comme un splendide sapin de Noël. C'était une fusée éclairante. Dans quelques secondes, ce seraient les bombes. « 3e compagnie aux abris !» ordonna la basse profonde d'Edels, le Feldwebel-chef. Les 200 hommes de la 3e compagnie se culbutèrent dans les tranchées abris, derrière les talus de terre. Personne ne voulait des caves. Nous préférions tous le ciel ouvert à ces pièges à rats. Et subitement, l'enfer se déchaîna. On entendit des hurlements dans le fracas d'explosions monstrueuses. La ville, sous le tapis des bombes, devenait rouge sang, et le formidable incendie illuminait jusqu'à nos fossés. Le monde semblait s'écrouler sous nos yeux, tandis que torpilles et bombes incendiaires pleuvaient sur la grande cité condamnée. Quels mots pourrait-on trouver pour décrire cette nuit d'horreur ? Le phosphore jaillissait comme des fontaines multipliées, déployant un cyclone de flammes. Les pierres, l'asphalte, les hommes, les arbres, le verre lui-même, tout éclate. D'autres bombes explosent, qui projettent toujours plus loin le fleuve de feu. Il n'est pas blanc comme celui des hauts fourneaux, mais pourpre, comme le sang. Prêtez l'oreille. Entendez-vous rire Satan dans cet enfer qui dépasse le sien ? Voici que d'autres sapins de Noël apparaissent, éblouissant dans la nuit. Les bombes redoublent, la terreur hurle sur la ville, tapie au-dessous d'elle comme un animal tremblant marqué pour la mort. Les hommes, tels une vermine, cherchent les fentes, les moindres crevasses pour sauver leur vie. Mais sous la radieuse lumière, ils peuvent dire une ultime prière, car ils vont mourir déchirés, écrasés, étouffés, consumés dans le creuset monstrueux. Avec désespoir, ils s'accrochent encore à cette vie qu'ils étreignent malgré la guerre, la faim, les privations, malgré la terreur. La flaque ridicule de la caserne aboyait en bégayant vers les bombardiers invisibles. Le règlement ordonnait de tirer, alors on tirait. Mais on pouvait être sûr d'une chose. Pas une de ces forteresses volantes n'en serait égratignée. On entendait, pas très loin, un cri strident ininterrompu et une voix qui pleurait, appelant un infirmier. Des bombes avaient dû frapper un des blocs de la caserne. « Doit y en avoir de liquidé là-dedans », murmura Pluto, qui gisait sur le dos dans le fossé, son casque sur les yeux. À souhaiter que ce soit des gueules nazies. « C'est pas croyable ce qu'une ville comme ça peut brûler », interrompit Müller, qui se souleva et jeta un coup d'œil sur la mer brûlante des flammes. « Bon Dieu, qu'est-ce qui peut bien griller comme ça ? Des grosses femmes, des minces, des hommes maigres ou des outres à bière, des gosses sages et méchants, des jolies filles, dit Stige, qui essuya son front en sueur. Un assortiment, quoi. Oui. Les enfants, on va y aller vous déblayer, dit gravement Alte, en allumant sa vieille pipe à couvercle. Moche de travail. Moi, j'aime pas voir des mômes à moitié brûlés. On ne te demande pas si ça te plaît, dit Stige. À nous non plus. On va faire les garçons bouchés, c'est tout. C'est bien ce qu'on est, ricana Pluto. Une sacrée boucherie, cette putain d'armée. Et à quoi que ça sert ? Parbleu, à apprendre le métier, un apprentissage, comme qui dirait. Il se leva, ôta son bonnet de police et salua à la ronde les corps couchés contre le talus. Joseph Porta, soldat de première classe, par la grâce de Dieu, bouché dans l'armée de Hitler, assassin de profession, incendiaire et pourvoyeur de la mort. Au même instant, un nouveau sapin de Noël s'éleva tout brillant, pas très loin de nous.
« Nouvelle fournée pour l'enfer !» cria Porta en se laissant choir dans le fossé. « Au nom de Jésus, Amen. » Pendant 3 heures d'horloge, sans une minute de répit, les bombes fracassèrent la terre, s'abattant du ciel de velours. Les réservoirs à phosphore éclataient, éclaboussant les rues et les maisons d'un clapotis sinistre, grêle infernale, danse macabre de mort et de torture. La flaque s'était tue depuis longtemps. Sans doute nos chasseurs étaient là-haut, mais les grands bombardiers n'en paraissaient pas gênés. L'immense valse de feu couvrait la ville du nord au sud et de l'est à l'ouest. La gare brûlait dans un enchevêtrement de wagons et de rails tordus par la main d'un géant. Hôpitaux et lazarets s'effondraient dans un ouragan de décombres et de flammes, où le phosphore dévorait dans leurs lits ceux des malades hurlants qui n'avaient pas pu fuir. Des amputés tentaient de se lever pour échapper à la fournaise qui léchait, à vide, les fenêtres et les portes. Les longs couloirs devenaient de bonnes cheminées qui tiraient bien. Les murs ignifugés à l'intérieur desquels les gens haletaient avant de mourir étouffés se brisaient comme verre sous des tonnes d'explosifs. Une puanteur de viande brûlée rampait jusqu'à notre fossé, et, entre les explosions, on entendait les cris des mourants. « C'est pire que tout ce qu'on a vu, » dit Halte. « Si jamais on s'en tire, on restera complètement dingue. Après ça, je redemande le front, là au moins pas de femmes et de gosses à rôtir. Je souhaite aux immondes porcs qui ont inventé ça de mourir dans le phosphore. » « Attends seulement le grand soir, » siffla Porta. « Tu parles si on la brûlera, la graisse de son cul au gros Herman. C'est lui qui a montré aux Angliches ce qu'ils nous remettent en ce moment. » Enfin, la fin de l'alerte sonna. Les sifflets à roulettes et les ordres éclatèrent dans la caserne, illuminée par l'incendie. Nous nous ruâmes vers les camions. Porta y grimpa comme un chat, le moteur ronfla, et sans attendre les ordres, le lourd véhicule démarra à toute vitesse. Agrippés sur la plateforme, nous nous entassions jusque dans la cabine du conducteur. Un lieutenant de 19 ans cria quelque chose, renonça et se jeta sur le camion où 10 poings le hissèrent. Essoufflé, il demanda si le diable était au volant, mais personne ne répondit. On essayait à grand-peine de tenir sur la voiture qui brinque-ballait comme une folle et que Porta menait à fond de train entre les cratères qui trouaient la chaussée. Nous foncions à travers les premières rues en flammes où tramways et véhicules gisaient aplatis sous les murs effondrés. Nous tournâmes court sur un bout de trottoir épargné parmi des arbres renversés comme de simples allumettes. Près d'Erikstrasse, il fallut stopper, car des maisons écrasées par des torpilles barraient la route comme un mur devant lequel un tank lui-même aurait hésité. Nous dégringolâmes du camion, essayant de nous frayer un chemin à coups de pioche, de hache et de pelle à travers les ruines. Le lieutenant Halter voulut nous former en commando, mais peine perdue. Personne ne faisait attention à lui. C'était Halte qui commandait. Haussant les épaules, le jeune officier n'insista pas, et prenant une pioche, il suivit le soldat expérimenté du front, qui maniait un outil avec la même aisance qu'une mitrailleuse en première ligne. À travers la fumée âcre et étouffante, surgissaient de tous côtés des ombres, vêtues de chiffons sales, dont les brûlures tuméfiées racontaient l'histoire. Des femmes, des enfants, des hommes, jeunes et vieux, au visage de pierre marqué par l'épouvante. Dans les yeux apparaissait la folie. La plupart avaient les cheveux complètement brûlés, de sorte qu'on ne distinguait plus les hommes des femmes, et beaucoup s'enveloppaient de sacs mouillés dans l'espoir de se protéger du feu. Une femme nous cria comme une démente. « Criminels de guerre! Êtes-vous contents? Mon mari, mes enfants, ils sont brûlés! Soyez maudits! Maudits !» Un vieil homme entoura ses épaules pour l'entraîner. « Calme-toi, Hélène. Il y a assez de malheur comme ça. » Mais s'arrachant à lui, elle se jeta sur Pluto, griffe en avant comme un chat. Le grand docker la secoua un peu, puis la poussa de côté tel un enfant. Elle se jeta par terre et frappa de sa tête l'asphalte brûlant, avec des cris inarticulés qui se perdirent derrière nous, tandis que nous avancions péniblement dans un océan de ruines. Un sergent de ville, sans casque, à l'uniforme à moitié brûlé, nous arrêta et bégaya « Le home d'enfant, le home d'enfant. »« Qu'est-ce que tu dis ?» cria Halte agacé. « Le home d'enfant, le home d'enfant !»
continuait le sergent comme une litanie, de la même voix monocorde en s'accrochant à halte. Pluto s'approcha vivement et envoya son poing dans la figure de l'homme, un bon moyen employé au front pour ceux qui étaient atteints de ce qu'on appelait le vertige du front. Cette fois aussi, ça rendit un peu. Louchant de peur, le sergent finit par sortir quelques phrases octantes. « Le home d'enfants, sauvez les enfants. Ils sont enfermés là, je suis le gardien, ça brûle, et il crie, capitaine. Le gardien Poel a fait son rapport, ça brûle !» « Pisse un coup, ça ira mieux, vieux con !» cria Porta qui saisit l'homme et le secoua. « Et marche! Qu'est-ce que t'attends, bon Dieu? Je suis pas capitaine, mais soldat de première classe. Marche, qu'on te dit !» L'agent restait là, planté. Il se mit soudain à courir en rond, affolé, mais le lieutenant Alter l'empoigna. « Tu as entendu? Marche! Montre-nous où c'est, et vite, sans ça on te fusille !» Il mit son Mauser sous le nez du sergent à demi-fou, dont les lèvres tremblaient comme celles d'un lapin, tandis que de grosses larmes lui coulaient le long des joues. C'était un vieil homme qui, sans la guerre, eût été à la retraite depuis bien longtemps. Le grand Pluto passa devant lui et le poussa brutalement. « Fini, en avant, choupeau du diable, et le chemin, ou t'as un trou dans le ballon !» L'agent vacillait et trébuchait, courant à moitié devant la colonne, dans les rues effondrées où dansaient les flammes. Partout, des corps étendus se pressaient contre la terre. Beaucoup étaient morts, d'autres muets, fous de panique, d'autres enfin criaient à vous en donner froid dans le dos. À un endroit qui avait dû être un carrefour, un petit garçon courut vers nous, terrifié, l'écume à la bouche. « Ils sont enfermés dans la cave, aidez-moi à les sortir. Papa est soldat comme vous, il était en permission. Lichen a perdu son bras. Henrik a été pris dans le feu. » Nous nous arrêtâmes et Müller caressa les cheveux de l'enfant. « Nous revenons tout de suite, » lui dit-il. Un instinct nous avertissait que quelque chose de plus grave encore pressait. Enfin, devant une montagne de murs écroulés, il fallut s'arrêter. Au moment où nous nous retournions pour interroger l'agent, des explosions énormes retentirent. En un éclair, nous étions à l'abri. L'expérience du front, c'est une vraie bénédiction. « Ce sont les Tommy qui reviennent !» cria Porta. Un fracas métallique assourdissant. Des éclats, de la terre, des pierres qui sifflent au-dessus de nous. Une grêle s'abat sur nos casques d'acier. Mais nous n'y faisons même pas attention. Au bout d'un instant, tout s'arrête. « Bombe non explosée », constate Alte en se redressant. Nous continuons notre chemin avec l'agent en tête. À coups de pioche, on trouve une cave, un mur. Et nous arrivons enfin à quelque chose qui a dû être un grand jardin dont un fou aurait abattu tous les arbres. Sur des couches de débris et de ferrailles tordues, les flammes semblaient jouer à saute-mouton. L'agent pointa un doigt et murmura « Les enfants sont là-dessous. »« Ce que ça a pu !» s'exclama Steg. « Il y a eu des bombes au phosphore ici. » Alter regarda rapidement autour de lui et s'attaqua tout de suite à quelque chose qui pouvait ressembler à une descente de cave. Fébrilement, on se mit à piocher, à déblayer, à gratter. Mais nous n'arrivions à rien. Pour chaque pelletée, il en retombait d'autres, et après un temps, nous nous arrêtâmes, épuisés. Müller dit que le plus raisonnable était d'essayer de communiquer avec la cave, au cas où, par hasard, quelqu'un de vivant s'y trouverait encore. Nous regardâmes l'agent qui se balançait d'avant en arrière avec un regard de mort. « Hé, choupeau !» cria Porta. « T'es bien sûr que c'est là ? Arrête ta balançoire et viens par ici. Hé, vieille noix, tu m'entends ? » « Fous-lui la paix, » dit le lieutenant. « Il n'y peut rien. De toute façon, c'est bien un home d'enfant, c'est écrit sur cette plaque. » Suivant l'avis de Müller, nous nous mîmes à frapper sur les fondements de la maison, épiant une réponse de l'intérieur. Au bout de ce qui nous parut une éternité, de faibles coups montèrent vers nous. Nous nous remîmes à frapper avec un marteau et écoutâmes, l'oreille collée au sol. Pas de doute, on répondait. Du coup, nous nous jetons sur nos outils comme des fous. La sueur coule sur nos visages noircis, nos mains sont en sang. Les ongles cassent en agrippant les pans de murs chauds et rugueux que la pioche détache. L'agent se balançait toujours, d'un pied sur l'autre, en marmottant des mots incompréhensibles. « Arrive ici, ancêtre de la police !»
cria Pluto en colère. « Travaille avec nous, Condé !» Il n'y eut aucun résultat. Le géant alla vers lui, le souleva comme un enfant et le jeta, tête baissée, dans le puits où nous travaillions. On le posa sur ses pieds et quelqu'un lui fourra une pelle dans la main. « Et que ça saute, camarade !» L'homme se mit à gratter. Et peu à peu, le travail sembla le ramener à la raison. Enfin, au fond du trou que piochait Halte, une petite fente apparut, d'où surgit brusquement une main d'enfant, crispée sur les graviers et qui s'accrochait désespérément. Halte se baissa et lança des mots apaisants au travers de la fente noire. Mais un enfer de cris montait du dessous, un enfer de voix d'enfant porté par un paroxysme de terreur et de folie. Il fallut frapper la petite main pour qu'elle se retirât, mais une autre apparaissait sans relâche. Stage se retourna. « C'est à devenir fou, on n'arrivera à rien comme ça, et si on déblaye, on écrasera une de ses mains. » Une femme criait pour avoir de l'air. « De l'eau !» gémissait une autre. « Pour l'amour de Dieu, de l'eau !» Toujours à genoux, Halte prononçait des mots de calme. Dans de pareils moments, c'était un monument de patience, et sans lui, il y a bien longtemps que nous aurions jeté nos outils en fuyant, les mains sur les oreilles, pour ne plus entendre ces cris atroces, ne plus entendre. L'aube pointait, mais elle pouvait à peine percer l'édredon de fumée asphyxiante qui recouvrait la cité en flammes. Nous travaillions sous nos masques à gaz, près d'étouffer dans cette fournaise. Nos voix, à travers le filtre du masque, semblaient des voix de fantômes. Le tout paraissait un rêve, un cauchemar, abominable. Nous avions fait un autre trou et tentions vainement d'apaiser les désespérés. Des mots hachés nous parvenaient, portant l'horreur à son comble. Cette horreur que nul ne connaît qui n'a pas assisté à de tels bombardements aériens. Chacun croit au pire lorsque les bombes pleuvent, mais ce n'est pas ça le pire. Ce sont les réactions des humains qui font des choses un enfer inoubliable. « Notre Père qui es aux cieux !» priait une voix tremblante. Les gongs sourds des pioches répondaient « Chut !» faisaient des explosions. « Pardonnez-nous nos offenses !» Un fracas hurlant de boue et de feu fut projeté en l'air. Des écroulements de tonnerre s'abattirent autour de nous. Bombes non explosées? Non. Des bombes incendiaires à retardement. On s'aplatissait contre des murs de soutènement. « Que votre règne arrive !»« Vos gueules !» hurla Porta en rage. « C'est ce cochon de Satan, celui à Hitler, qu'on lui enfourche le cul sur une pique brûlante à celui-là. Si jamais je mets la main dessus le jour du grand soir. »« Au secours, Dieu du ciel, sauvez nos enfants !» pleurait la voix désespérée dans le trou noir. « Dépêchez-vous donc, sauvez-nous !» cria une voix hystérique, et une main blanche, soignée, agrippa le rebord de la fente en se brisant les ongles sur le mortier. « Ôte tes doigts, ma fille !» gronda Pluto. « Sans ça, on ne vous sortira jamais !» Mais les doigts fuselés grattaient désespérément. Porta leva sa ceinture et frappa. Le sang jaillit, la main s'ouvrit et les longs doigts glissèrent comme des vers expirants, avalés par l'ombre. Les explosions crépitaient, cris et jurons. Poutres, pierres et gravats s'abattaient dans la pluie de phosphore qui nous enveloppait. L'agent de police gisait sur le sol sans mouvement. Pluto, de sa botte, poussa le visage du pauvre diable. « À moitié mort, dit-il. Mais qu'est-ce qu'on y peut? Impossible pour un vieux de tenir à cette vie que nous font les Angliches. » Le lieutenant Halter fit la grimace. « Il nous emmerde. Bien sûr qu'il croyait dur comme fer à la victoire de l'Allemagne nazie, et qu'il n'a pas dû souvent avoir pitié au violon. Y a qu'à le laisser. »« Merde pour le choupeau !» fut le commentaire de Porta. Et nous nous remîmes à creuser vers la cave. Soudain, une explosion d'une telle violence qu'elle dépassait tout ce que nous venions d'entendre, ébranla la terre sous nos pieds. Une autre suivit immédiatement. Nous bondîmes vers ce qui pouvait être un abri, collant au sol autant que pouvait le faire une épaisseur humaine. Ce n'étaient plus des bombes à retardement, mais une nouvelle attaque qui commençait. Les bombes incendiaires faisaient jaillir des fontaines de feu à 15 mètres en l'air. Le phosphore ruisselait sur les murs comme de la pluie. Cela sifflait et tourbillonnait dans un ouragan de flammes et d'explosions. Une torpille aérienne de gros calibre volatilisa littéralement la maison et tout son contenu. Porta était couché près de moi et clignait de l'œil, à travers les grands yeux du masque, pour nous remonter le moral.
mon masque me parut soudain plein de vapeur bouillante. Il écrasait mes tempes, j'étouffais, une terreur étranglait ma gorge. « Tu vas avoir le vertige du front !» Ces mots traversèrent mon cerveau et me soulevèrent à moitié. Il me fallait fuir, n'importe où, mais fuir. Porta fondit sur moi comme un vautour. Un coup de pied me recoucha dans le trou. Il frappa, encore et encore. Les yeux mauvais au travers des grosses lunettes. Je criais, je hurlais. Puis ce fut fini. Combien de temps ça avait-il duré? 1 heure? Une journée? Non, 15 minutes. Pendant ce temps, des centaines de gens avaient été tués, et moi, un soldat des blindés, j'avais eu le vertige du front. J'en sortais la gueule cassée, une dent sautée, un œil poché, et tous les nerfs déchirés, noués à rugir. La ville était devenue un four incandescent où des torches vivantes couraient en hurlant parmi les ruines qui s'enflammaient en de bleuissantes fulgurations d'incendie. Ces gens vacillaient, pivotaient et s'abattaient, se relevaient et tournoyaient plus loin comme des toupies fouettés par des enfants affolés. Ils se débattaient, criaient, hurlaient, comme seuls des hommes et des chevaux peuvent hurler à la mort. En un instant, un profond cratère de torpilles fut rempli jusqu'au bord de ces êtres en flammes, femmes, hommes, vieillards, dansant la même danse macabre dans une aurore éblouissante. Il y a des gens qui brûlent en devenant tout blancs, d'autres rouges, quelques-uns roses, tandis que d'autres se consument en flammes bleues et or. Parfois, ils se plient en deux et se carbonisent. D'autres courent en rond, puis en arrière, pour finir en culbute ou se tortiller comme des serpents cloués au sol, avant de se ratatiner en petites momies noires. Halteux, qui voyait ça pour la première fois, devenait fou furieux. Lui, toujours si tranquille, se mit à vociférer. « Tirez, mais tirez donc, nom de Dieu !» Puis il cacha sa tête dans ses bras repliés. Le lieutenant Halter se mit à sangloter. Il arracha son revolver et le jeta à Halteux. « Tue-les toi-même, moi je peux pas. » Porta et Pluto, muets, sortirent leurs Mauser. Les coups de feu claquèrent contre les pauvres torches vivantes, objets d'horreur et de torture. Nous vîmes des enfants touchés par les balles précises, agiter un peu les jambes, gratter la terre avec leurs doigts, puis s'immobiliser et se consumer sur place. Ça vous paraît horrible? C'était horrible, en effet. Mais plutôt la balle rapide d'un gros revolver de l'armée qu'un lent martyre par le feu. Il n'y en avait pas un seul qui pût être sauvé, même si tous les pompiers du monde eussent été présents. De la cave du home d'enfants s'éleva un seul cri venant de centaines de gosiers, un cri d'enfants et de femmes qui monta comme une tempête vers le ciel de Dieu, mais je ne pense pas que Dieu l'entendit. Ce cri, cet infini de souffrance, c'était celui des innocents qui n'avaient aucune part dans une guerre infâme telle que le monde n'en avait encore jamais vue. Dieu n'accepta pas de les laisser sur la terre. Bien rares furent ceux que nous pûmes retirer, et parmi ceux-là, presque tous moururent dans nos bras peu après. À plusieurs reprises, Pluto, Müller et Stidge se glissèrent dans la cave, mais nous avions à peine retiré la moitié des enfants lorsqu'elle s'effondra. Pluto se trouva coincé entre deux blocs de pierre, et ce fut une chance inouïe qu'il n'y resta pas. Il fallut l'extraire avec des barres de soutènement. À bout de force, nous nous jetâmes sur la terre tremblante. Nous arrachâmes nos masques à gaz, mais l'odeur était si écœurante que nous ne pûmes y tenir. Une puanteur douceâtre de cadavres, mêlée à l'odeur âcre de la chair brûlée, s'ajoutait au relent de sang chaud. Si Dante avait su ce qu'était une attaque aérienne, son enfer eût été 1000 fois pire. La soif collait nos langues à nos palais. Nos yeux brûlaient.
Des tuiles tourbillonnaient comme des braises. Des poutres enflammées volaient comme feuilles à l'automne à travers les rues ravagées. À plat ventre, à moitié courant, nous nous faufilions dans cette mer de flammes. Fichée dans le sol, une énorme bombe non explosée nous barra la route. Mais nous la dépassâmes à croupe-ton, sans y prêter nulle attention. Il avait existé un temps où l'on eût tout barré sur un rayon d'1 kilomètre autour de l'engin meurtrier. Une tempête de vent naissant des immenses incendies nous balayait dans les rues. Elle agissait comme un gigantesque aspirateur. Nous tenions tête en pataugeant parmi les corps déchiquetés, glissant dans des chairs qui ressemblaient à une gelée sanguinolente. Un homme, en uniforme brun, arriva sur nous en courant. Le brassard rouge et noir à croix gammée éclatait comme une dérision dans la lueur des flammes. Porta leva le bras. « Ah non, passe là !» cria le lieutenant Alter. Sa main tremblante se jeta vers Porta. Avec un juron, le géant lança sa hache dans la poitrine du nazi, tandis qu'au même instant la pelle de Bauer l'atteignait à la tête, de sorte que son visage tomba sur ses épaules en 2 moitiés, bien partagées. « Ça fait du bien !» ricana méchamment Porta. À même le sol se tordaient des gens qui hurlaient dans la mort lente des brûlés. Les rails des tramways, chauffés au rouge, se dressaient grotesquement dans l'asphalte. Ailleurs, des ombres noires sautaient comme des folles des maisons en feu et atteignaient le sol avec un bruit mou. On en voyait ensuite quelques-unes ramper sur la terre, traînant après elles des jambes brisées. Des hommes abandonnaient leurs femmes et leurs enfants. Les humains étaient devenus des bêtes pour lesquelles une seule chose comptait, fuir, sauver sa peau. Nous croisions des copains de la caserne qui tentaient comme nous l'impossible pour arracher ces malheureux à l'enfer. Beaucoup d'escouades se composaient d'officiers menés par un sous-officier du front, ou par une première classe, car ici ce n'étaient plus les grades qui comptaient, il fallait de l'expérience et des nerfs d'acier. On creusait, on piochait, on sapait. Il fallait pénétrer dans les caves et les abris effondrés, lieux brûlants et puants où nous attendaient des scènes d'horreur. À un endroit, nous trouvâmes plus de 500 êtres humains dans un grand bunker en ciment. Ils étaient côte à côte, sagement assis ou étendus sur leurs bras repliés, n'ayant pas une égratignure. L'oxyde de carbone les avait tués. Procédé qui aide énormément à mourir dans un grand bombardement. Dans une autre cave, au contraire, la masse des gens agglutinés formait comme un mur, comme une pâte de boulettes oubliées dans une poêle et fondues ensemble. Pleurs, sanglots, appels au secours. Des mères désespérées appelaient leurs petits écrasés, brûlés, emportés par l'ouragan de feu, emmenés par des sauveteurs, puis abandonnés dans les rues où ils erraient, terrifiés. Un petit nombre se retrouvait, mais des centaines ne se revirent jamais plus. Les enfants disparurent dans le terrible aspirateur des misérables, la colonne de fuyards qui entraînait tout, le long des routes. Des morts, rien que des morts, parents, enfants, amis, relations, amoureux, ennemis. Une seule et longue rangée de baignoires remplie de cadavres dont les flammes ont fait de minuscules momies. Jour après jour, on enfourne les corps. C'est l'ouvrage de notre commando, celui des fossoyeurs. Au premier signal de l'alerte, tous ont fait leur dernier pas vers les caves. Tapis là, mourant de peur, jusqu'à ce que le fleuve infernal du phosphore ait rongé leur corps tordu. Ceux qui ne savent pas ce que c'est que pleurer peuvent venir l'apprendre avec nous, les hommes de la mort, le commando des blindés, auprès de ces tombeaux. Chapitre 2. Furioso. Bien entendu, un régiment disciplinaire s'est fait pour les pires tâches, que ce soit en garnison ou au front. Du front de l'Est, nous en revenions. Il s'agissait maintenant d'apprendre le maniement des nouveaux blindés pour être ensuite envoyés pour boucher de nouveaux trous. Nous étions tous passés par les camps de concentration, les prisons,
les camps de redressement et autres institutions de torture du Troisième Reich. Mais parmi nous, seuls Pluto et Boer étaient des droits communs. Pluto, le grand docker de Hambourg. Dans le civil, Gustav Eichen avait été mis en tôle pour vol d'un camion de farine. Il niait toujours, c'est vrai. Mais même nous, ses amis, étions convaincus qu'il avait barboté cette farine. Boer, 5 ans de travaux forcés pour vente clandestine d'un porc et de quelques œufs au marché noir. Alte, sous-officier Willy Bayer, notre chef d'escouade, était notre aîné, marié, 2 enfants, menuisier de son état. Ses convictions politiques lui avaient valu 1 an et demi de camp de concentration, d'où, en tant que non récupérable politiquement, il avait abouti au 27e régiment disciplinaire. Joseph Porta, soldat de première classe, long, maigre et d'une laideur invraisemblable, n'oubliait jamais de dire qu'il était communiste. Un drapeau rouge amarré au haut du clocher de Saint-Michel l'avait finalement envoyé ici. C'était un Berlinois d'une drôlerie et d'une impudence inimaginables. Hugo Stige était universitaire et avait été ramassé dans quelques démonstrations d'étudiants. 3 ans d'Orianenburg et de Torgau avant d'aboutir au creuset du 27e. Müller, notre saint homme, n'avait pas voulu renier sa foi. Il portait le ruban mauve des étudiants de la Bible à l'épaule, et ça lui avait coûté 4 ans à Gross-Rosen, d'où on le gracia pour l'envoyer mourir chez nous. Quant à moi, j'avais déserté. Mon passage au camp de laine grise avait été court mais violent, pour aboutir enfin à ce régiment de la mort. Après le bombardement, on nous divisa en commandos de déblaiement et commandos de fossoyeurs. Sait-on ce que ça veut dire, enterrer des corps en bouillie après une attaque aérienne? Il y a de quoi en vomir de dégoût. Pendant 5 jours, aidés de prisonniers russes, nous avions entassé les cadavres, et maintenant, au cimetière, nous les rangions côte à côte dans d'immenses fosses communes, en essayant d'identifier ce qui était identifiable. Mais la plupart du temps, c'était sans espoir. Le feu avait fait son ouvrage, admirablement. Presque tous les papiers avaient disparu, brûlés ou volés par les détrousseurs de cadavres qui grouillaient dans les ruines. Si ces hyènes à figure humaine étaient prises, les fusils claquaient sur le champ comme pour des chiens enragés. Chose étrange, ce n'était pas toujours Lali qui pratiquait ce métier infâme. Un soir, nous prîmes 2 femmes que Alte le premier remarqua. Pour en être tout à fait sûrs, nous nous embusquâmes, et nous les vîmes se glisser derrière les pans de mur et se pencher sur les cadavres puants. Avec une dextérité de voleuse, elles fouillaient les vêtements, et l'une d'elles avait déjà récolté 31 montres et une 50aine de bijoux, sans parler d'un paquet de billets de banque. Elles avaient aussi un couteau pour taillader les doigts qui portaient des bagues. Les preuves étaient là. Rien à dire. On les tourna à coups de crosse contre un mur calciné, et on leur flanqua dans le dos une décharge de mitraillette. Ce fut le tranquille Müller qui tira. Boer les poussa du pied pour s'assurer qu'elles étaient bien mortes. « Putain dégueulasse !» cracha Porta. « Ça doit être du parti. Ces ordures, ça collectionne tout. On nous dirait de couper les derniers tifs des cadavres que ça ne m'étonnerait encore pas. » Porta était en bas dans la fosse avec Pluto. Nous autres, on leur passait les corps qu'on tirait des charrettes. Bras et jambes pendaient par-dessus bord. Hommes, femmes, enfants, n'importe comment. En tas. Une tête brinque-ballait à l'arrière, contre une des roues en marche, la bouche ouverte, montrant dans un rictus ses dents luisantes. Alte et le lieutenant Alter marquaient de fiches jaunes et rouges ceux que nous pouvions identifier. Les autres étaient simplement comptés comme des sacs. Tant de filles, tant de garçons. On avait pour ce travail de l'alcool de grain à discrétion.
et on venait lamper à tout instant les bouteilles communes adossées à une vieille tombe. Aucun de nous, à jeun, n'aurait pu tenir le coup. Un cerveau de Prussien méthodique avait prescrit de mettre ensemble les morts d'une même cave. Donc, nous avions de temps en temps des baignoires moitié pleines d'une bouillie carbonisée qui avait constitué des êtres humains. Par-dessus, une fiche indiquait combien il y en avait dans l'auge. Une 50aine de gens arrosés de phosphore, ça ne remplit pas une baignoire normale. Un immense prisonnier russe qui nous aidait pleurait, sans pouvoir s'arrêter. C'était le nombre des enfants qui le bouleversait. Il les couchait tout doucement dans la tombe en murmurant « Chalki prastalunida, malenki prastalunida ». S'il voyait placer des adultes par-dessus les enfants, il devenait quasi fou. Alors nous le laissions faire ce qu'il voulait. Bien qu'il bût énormément, il paraissait tout à fait calme. Avec précaution, il arrangeait les petits membres, coiffait les pauvres cheveux en désordre, et depuis l'aube jusqu'au soir, faisait tout seul cette effroyable besogne. Alteu voyait dans cette apparence de calme un des signes précurseurs de la folie. Heureusement, nous avions Porta. Pendant cet épouvantable travail, son humeur endiablée parvenait à nous distraire, et lorsqu'un bras se détacha soudain d'un gros mort, il eut un rire d'ivrogne, et cria à Pluto qui tenait ce bras, l'air ahuri, « Mince de poignée de main !» Il lampa une gorgée de schnapps. « Range bien sa patte près de lui pour qu'il puisse être au garde à vous, là où on l'attend. Je veux dire au ciel ou en enfer !» Il reposa la bouteille près de la dalle effondrée où se lisait encore l'inscription « Repose en paix ». « Ça ne concerne pas une bouteille de schnapps !» dit-il en rigolant. Sur chaque rangée de cadavres, on jetait une mince couche de terre, puis on plaçait la nouvelle rangée. Comme il n'y avait pas beaucoup de place, on les tassait en piétinant dessus. Du coup, le jus suintait des corps. Porta cria en vacillant dangereusement dans la fosse. « Ce que ça schlingue! Encore plus que toi, plutôt, quand t'as bouffé des faillots, et c'est rien de le dire !» Quand une fosse était comblée, nous inscrivions le nombre de corps sur un bout de papier fiché sur un pieu, à l'intention de ceux qui, plus tard, y mettraient une dalle ou une croix. 450 inconnus, 700 inconnus, 280 inconnus. Toujours un nombre pair pour l'ordre. La bureaucratie prussienne ne perdait pas ses droits. Au fur et à mesure que passaient les jours, ça devenait pire. Maintenant, c'étaient des cadavres à moitié dévorés par les rats et les chiens. C'étaient des corps pourris qui vous filaient entre les doigts. Et on vomissait tripes et boyaux. Mais il fallait continuer. Même Porta perdait son moral et restait silencieux pendant de longs moments. Les caractères s'aigrissaient. On se disputait pour des riens. Une femme à demi nue, avec des jambes grotesquement troussées sous elle, que Porta voulut redresser, amena l'explosion qui couvait. « Laisse ça, » dit Pluto. « Qu'est-ce que ça peut te foutre comment qu'elle est couchée? Tu la connais même pas. » Porta s'approcha d'un pas d'ivrogne du grand docker, couvert comme nous tous d'un jus verdâtre. « Même un voyou comme toi, ça devrait piger qu'on peut pas laisser une fille dans cette position. Et sans culotte, dans la fosse avec des hommes. S'il y a un autre monde, moi, Joseph Porta, je prends pas la responsabilité d'un viol. Santé! À tous les diables de l'enfer !» Il pencha la tête en arrière, éleva la bouteille et fit couler le schnapps au fond de son gosier. Puis il rota plusieurs fois violemment. Et enfin, lança un jet de salive dont la trajectoire aboutit sur un tas de cadavres sur une charrette. « Par Satan! Assez, Porta !» hurla le lieutenant Alter, en frappant du poing sur la table où il écrivait. « Ça suffit, bon Dieu !»« À vos ordres !» Le lieutenant Joseph Porta, fossoyeur, croque-mort ou mouche à merde, est à vos ordres, mais ça ne change rien aux choses. Venez voir la fille et dites si c'est convenable de l'enterrer comme ça. Une dernière fois, assez ! Rugit Alter. Soldat Porta, je vous ordonne de vous taire.
Pas question, occupe-toi de ton cul, je m'occuperai du mien. Arrive ici et dis-moi monsieur quand tu me parles. Écumant, le lieutenant bondit dans le tas de cadavres et se mit à pilonner Porta. Ils se battirent un instant comme des brutes. Revenus de leur stupeur, Pluto et Bauer se mirent de la partie et assommèrent chacun le sien d'un seul coup terrible. Porta et Alter roulèrent dans l'immonde mélasse, d'où nous les tirâmes, et finirent par reprendre leurs esprits. L'œil torve, ils se redressèrent et lampèrent sous bonne surveillance un bon coup d'alcool. Comme Porta revenait vers la fosse, le lieutenant lui tendit la main. « Excuse, camarade, c'était les nerfs, mais tu y allais fort. Oublions ça. »« Bien, bien, lieutenant. Porta n'est pas rancunier. Mais où t'as appris à taper comme ça? J'en connais qu'un pareil. Le rescapé commandant du front, colonel Inca. Mais pour ce gros cochon de Pluto, à la prochaine, il nous tuera. Il tape comme une jument belge. » Nous étions de plus en plus saoul. Plusieurs fois, l'un de nous tomba dans la fosse, au milieu des éclats de rire et des excuses vis-à-vis des morts. « Tiens !» clama soudain Porta à tous les échos du grand cimetière au beau peuplier. « Voilà une putain de carte! Bon Dieu, mais je la connais !» Il eut un fou rire et jeta une carte jaune au lieutenant Alter. « C'est Gertrude? Bon Dieu! Celle de la Wilhelmstrasse, ben merde! Elle aussi! Il n'y a pas 8 jours, nous étions ensemble. La v'là ici !» Porta se pencha et examina très intéressé Gertrude morte. Avec la compétence d'un expert, il prononça « C'est une torpille. Ça se voit tout de suite. Les poumons éclatés. Pour ce qui est du reste, elle a rien. Quand on pense. La meilleure putain que j'ai jamais connue. Vous parlez si on en avait pour ces 20 marques ?» Nous nous penchions curieusement sur l'amoureuse de Porta. Puis ce fut le tour d'un homme élégamment vêtu d'un complet de marque. Styges s'esclaffa. « Un client pour Gertrude. C'est mieux qu'un voyou comme moi. Hé, Gertrude !» rigola Porta. « Si on t'avait dit il y a 8 jours que je t'enterrerais avec un si beau monsieur, tu vois, tout finit bien. » Le lieutenant Alter jeta un regard sur la longue file des véhicules qui charriaient sans arrêt de nouveaux cadavres. « Par l'enfer, c'est pas bientôt fini ?» cria-t-il à l'adjudant qui conduisait la colonne. « Il y a tout de même d'autres commandos que nous. »« Oui, mon lieutenant, mais les cadavres, on dirait qu'il en repousse, et plusieurs commandos se sont effondrés. » Alter eut un juron et se remit à faire ses listes. Jour après jour, on ensevelissait. Nous étions ivres-morts, nos plaisanteries arrivaient au dernier degré de l'obscénité. Mais d'en être encore capables nous donnait une petite chance d'échapper à la folie. Car s'il avait fallu penser... Pour finir, on nous fit descendre dans les caves d'où l'on avait renoncé à extirper les morts. Et nous, les hommes de la mort, dans nos uniformes noirs des divisions blindées, aux armes de la tête de mort, nous fûmes chargés de réduire au lance-flammes les derniers restes de ce qui avait été des hommes. Besogne épouvantable qui faisait s'enfuir à notre vue les vivants terrifiés. Les langues rouges des flammes sifflaient sur les cadavres et les réduisaient en cendres. Puis la dynamite tonnait, et dans un épais nuage de poussière s'effondraient les restes des maisons qui avaient abrité tant de générations. La presse officielle se chargea de décrire en peu de mots ce qui avait été une vision de l'enfer. Plusieurs villes du nord de l'Allemagne, parmi lesquelles Cologne et Hanovre, ont subi de dures attaques ennemies. Notre riposte ne tardera pas. Et déjà, de nombreux bombardiers ont été abattus par notre DCA et nos chasseurs de nuit. Un soldat a des armes pour s'en servir, c'est ce que dit le règlement. Et un soldat doit se conformer au règlement. En outre, ce sont des exemples qui font appliquer le règlement. Telle était l'éternelle litanie du lieutenant-colonel von Weishagen,
qui adorait le règlement, mais qui trouva néanmoins désagréable de se faire trouer sa casquette par la balle précise d'un fusil. Cette nuit-là fut joyeuse à la caserne. Chapitre 3. Un coup de feu dans la nuit. Pendant 8 jours, nous avions sué sang et eau à l'entraînement des nouveaux chars sur cette saloperie de terrain du camp de Sennelager, sûrement le plus haï de tous ces maudits champs de manœuvre allemands. On disait couramment dans l'armée que Sennelager, près de Paderborn, n'avait pu être inventé que par le démon pour augmenter la misère des hommes. Et ça devait être vrai, car on aurait pu chercher très loin avant de trouver mélange plus lugubre de sable, de marais, de fourrés d'épines, le tout plus solitaire et plus triste que le désert de Gobi lui-même. Sennelager était déjà maudit par tous ceux de l'armée impériale qui y étaient passés avant de tomber en 14. Au temps de l'inflation, les 100 000 volontaires du Deuxième Reich en arrivaient à regretter le métier de chômeur devant l'abomination de ce paysage. Et nous, les esclaves soldats du Troisième Reich, le maudissions plus que tous les autres réunis. Car tous les sous-ofs de l'Empire ne pouvaient être que des enfants à côté des sadiques du métier militaire que nous avions maintenant pour commandants. C'était à Sennelager également qu'on exécutait les gens très nombreux, condamnés par le conseil de guerre du commandement supérieur du Rhin. Mais comme disait Alte, la mort dans ce lieu épouvantable ne pouvait avoir que le visage de la délivrance. Bref. De retour à la caserne, nous fûmes désignés, Pluto et moi, pour monter la garde à la grille, avec casque et flingots, tandis que les copains plus chanceux allaient en ville noyer dans la bière l'immondice du champ de manœuvre. Porta passa en se dandinant devant nous, rigolant de toute sa mâchoire, de sorte que l'on pouvait compter les 3 dents balisant seules son énorme gueule. L'armée, naturellement, lui avait fait cadeau d'un râtelier complet, mais il l'avait dans sa poche, bien enveloppé dans le chiffon dont il se servait pour donner à son fusil le dernier coup de fion avant la pelle. Pour manger, il déballait le tout avec soin et mettait les 2 dentiers de part et d'autre de son assiette. Puis, après avoir bafferé sa propre portion, plus tous les restes qu'il pouvait ratisser, il polissait le râtelier avec le chiffon, le réemballait consciencieusement et remettait le tout dans sa poche. « Démerde-toi pour laisser la grille ouverte quand papa rentrera !» cria-t-il, « car j'ai besoin de prendre une de ces muflées. Et en plus, il y a un de ces programmes que j'en ai le petit four paniqué. À bientôt, tas de dégueulasse. Et tâchez qu'elle foute pas le camp, votre saloperie de caserne à Prussien. » Quel tir au cul, grogna Pluto. Il va s'envoyer en l'air pendant que nous, on n'a que ces veaux de recrues à se mettre sous la dent, même pas capable de jouer aux cartes. Nous étions à la cantine, devant notre soupe d'ortie, l'éternel Eintopf, dont nous étions saturés, mais qui trompait la faim. Dans un coin, quelques recrues bombaient le torse parce qu'elles avaient un uniforme sur le dos. Pauvres types. On les verrait bientôt faire les fiers dans une compagnie de marche, sans même parler du front. Le sergent Post était là aussi, avec quelques sous-officiers, et buvait gloutonnement en soufflant dans sa chope. Quand il nous aperçut, casqués, devant nos gamelles, il ricana. « Alors, mes connards, ça vous va d'être de garde? Remerciez papa ici présent. Pensez que vous avez besoin de repos? Serais bien content demain de ne pas avoir la gueule de bois. » Pas de réponse de notre part. S'appuyant à la table de ses gros poings fermés, le sergent se souleva à moitié et avança vers nous sa lourde gueule prussienne. « Faudrait voir à répondre, hein? Le règlement prescrit que les subordonnés doivent répondre à leurs supérieurs. On n'est pas au front ici, on est des civilisés. Enfoncez-vous ça dans le crâne, tête de lard. » Nous nous redressons mollement et répondons. « Oui, sergent, on est content d'être de garde. » « Et avec le derrière lourd, hein, gros porc? Je vous en guérirai, moi, à l'exercice. Et plutôt que vous ne pensez. » Il fit un geste de la main et glapit. « Repos! Assis !» Je chuchotai à Pluto.
Y a pas plus con qu'un sous-off. Ça se croit quelque chose et c'est moins que rien. Plutôt ricana. Ces sous-off d'entraînement, c'est des vrais rouleaux compresseurs. Dans quoi qu'on patauge ici? Sortons en vitesse, ça m'étouffe. Faut que j'y dise merde 4 fois. Comme nous prenions la porte, Post hurla. « Eh vous, les héros fatigués! Vous savez pas que le règlement prescrit de saluer les supérieurs? Pas de relâchement ici, qui m'a foutu des zigotos comme ça ?» Tremblant de colère rentrée, nous nous immobilisâmes talons claqués et petits doigts sur la couture du pantalon. Plutôt claironna d'une voix insolente. « Soldat Aiken et soldat Hassel sollicite du sergent l'autorisation de quitter la pièce pour assurer la garde en service commandé. » Un signe de tête gracieux de Post qui leva son immense chope vers sa grande gueule. « Rompez !» Au dehors, plutôt leva le nez et défila un chapelet de mots de Cambronne avec rage. Il termina par un énorme paix dirigé vers la porte fermée de la cantine. On dira bientôt vivement le front, vieux, car si on reste ici, je finirai par plier Post en 4, de telle façon qu'il pourra se regarder le trou du cul. Affalés dans la salle de garde, nous nous mîmes à rêvasser sur des journaux pornographiques que Porta nous avait prêtés avec force. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.